Bonjour et bienvenue dans ce 51e épisode de Divergence sur Divergence Politique. Et bien vous le voyez, Xavier Moreau, Fabrice Orlin, bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour Alexis, impeccable. Impeccable. Bon, écoutez, c'est parfait parce que aujourd'hui, alors vous le voyez sur cette vignette, on va vous parler du tigre en papier de Trump. Alors un tigre aux dents atomiques, pour reprendre, pour paraphraser Khrouchtchev. Messieurs, on parlera aussi, ça a été le choix de nos électeurs, on parlera aussi de la reconnaissance de la Palestine. Alors ça a été assez serré, hein, vous le voyez à l'image, ce sondage, vous souhaitez, c'était assez réparti. On a choisi donc du coup les deux premiers résultats. Reconnaissance de la Palestine, on va en parler en premier. On parlera aussi de l'attaque des drones et puis on finira sur ce grand thème central qui est Donald Trump. Tout de suite, générique. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Win, the yes, need the no to win, against the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Calme, au secours. Au revoir. Allez, je rappelle à toutes et à tous que c'est pas de la poudre de perlimpinpin. Si vous voulez être actif sur cette émission, si vous voulez participer au thème auquel nous allons parler dans ces émissions, eh bien, abonnez-vous au canal sur Telegram Divergence Politique et puis venez voter toutes les semaines pour choisir les thèmes que l'on va aborder. Alors, le premier thème, il n'y a pas de secret, vous l'avez choisi, c'est Emmanuel Macron qui, à la tribune de l'ONU, a choisi de reconnaître la Palestine. On va rentrer dans le vif du sujet. Fabrice Orlin, est-ce que déjà c'est une bonne chose de reconnaître la Palestine? Est-ce que ça, c'est finalement une bonne décision du président de la République française? Évidemment, c'est une bonne décision. Ça aurait dû être fait depuis longtemps déjà. Malheureusement, ça intervient un peu tardivement, au moment justement où il n'y a plus de Palestine, où la bande de Gaza est en train d'être complètement rasée, où un génocide est en train de se passer. En fait, malheureusement, je ne crois pas qu'il le fasse pour les bonnes raisons. Je pense qu'il le fait pour des raisons plus de politique interne, de politique. Le problème de nos gouvernements aujourd'hui, c'est que comme ça fait 40 ans qu'on a une immigration musulmane très, très importante qui arrive tous les ans en France, il est obligé de tenir compte de cette minorité qui d'ailleurs est en train de devenir une majorité de musulmans. Et donc, il est obligé de les satisfaire d'un côté, parce qu'il ne faut pas quand même oublier quelque chose, c'est que les mêmes qui aujourd'hui reconnaissent la Palestine comme État sont ceux qui donnent carte blanche à Netanyahou pour faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire non seulement génocider un peuple, mais en plus attaquer tous les pays. On a vu là récemment à Doha, au Qatar, et je rappelle quand même que depuis octobre, il y a 2 ans, le 7 octobre, il a attaqué 7 pays, le Yémen, le Liban, la Syrie, l'Iran, le Qatar, la Tunisie, enfin c'est quand même dingue. Et ce sont les mêmes qui donnent carte blanche à Israël qui aujourd'hui reconnaissent l'État palestinien. Donc il y a un deux poids deux mesures. En fait, c'est schizophrénique. Et c'est pour ça que je disais que c'est en réalité pas du tout pour soutenir les pauvres Palestiniens, mais plutôt pour des raisons de base politique intérieure. Ok. Alors justement, Xavier, c'est une question qui a été extrêmement débattue par nos politiques français. À droite, sur le spectre large de droite, on a quand même une opposition à cette décision. Le RN, notamment Thierry Mariani le disait sur cette chaîne, considérait que c'était une erreur. Idem. Alors, l'interview n'a pas été diffusée parce qu'on a eu un problème technique, mais il sera remonté la semaine prochaine. On a reçu Jean Messia qui disait également que c'était une erreur. On le voit pour je dirais un grand nombre, en tout cas de personnalités de la droite,
patriotes, on va dire, il y a un consensus à l'inverse de Fabrice pour dire que justement, ça c'est pas une bonne chose pour la France, en tout cas. Est-ce que tu es sur le même axe que Fabrice ou est-ce que justement tu es plus mesuré? Moi, je pense que Fabrice a toujours raison. Comme Alain Soral. Voilà. Et donc, je pense que déjà, bon, alors déjà, le RN n'est pas un parti de droite dans aucun domaine, ni sociétal, ni économique, ni en relations internationales. Donc là, déjà, on parle du parti qui est à droite, peut-être, de l'échiquier du Parlement français, mais ce n'est pas un parti de droite dans aucun domaine, il faut quand même bien le souligner. Donc, il n'est pas étonnant non plus qu'il ait une politique étrangère de gauche, ce qui est le cas dans sa position vis-à-vis d'Israël. Je voudrais rebondir sur ce que dit Fabrice et aller dans son sens, c'est-à-dire que est apparu en France ce qui existait déjà dans les pays arabes. La France est un pays arabe comme les autres, c'est-à-dire la rue arabe, ou en tout cas la rue musulmane. C'est le cas en Turquie, c'est le cas en Arabie Saoudite, c'est le cas aux Émirats Arabes Unis, c'est le cas au Maroc. Et le seul pays où c'est cohérent, c'est l'Algérie, parce que l'Algérie, je crois d'ailleurs, ils sont les premiers à avoir reconnu la Palestine, il y a, je crois, dans les années juste après l'indépendance d'ailleurs de l'Algérie, si je me trompe pas, hein. Donc où là c'est cohérent, où la position du régime est celle de la rue. Et en France est apparue la rue arabe, la rue musulmane. Et ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, c'est qu'on voit maintenant quelqu'un comme Julien Drey, donc fondateur de SOS Racisme, qui a organisé le grand remplacement, ces masses de migrants qui ont débarqué en France, qui maintenant va sur CNews pour essayer de récupérer pardonne-moi l'expression, le couillon blanc catholique pour le mettre dans son camp, alors que sa volonté a été pendant toutes les années 80, moi c'est des années de ma jeunesse, notamment ma jeunesse militante, c'était d'organiser précisément ces vagues migratoires. Et évidemment, pour se faire piéger dans cette histoire-là, vous avez, alors ce qui n'est, encore une fois, j'appelle ça l'extrême droite, mais c'est pas une extrême droite, elle n'est pas à droite du tout. Il y a une forme d'extrémisme d'ailleurs, parce qu'effectivement, en Israël, Netanyahou est considéré comme l'extrême droite. Mais c'est la vie politique israélienne, ça n'a rien à voir avec la vie politique française. Et comme Fabrice citait Soral tout à l'heure, lui et Youssef Indy ont parfaitement défini le fait que la question israélienne aujourd'hui est structurante. C'est finalement une des rares questions sur lesquelles les différents partis du Parlement français s'affrontent, dans la mesure où il y en a qui sont donc favorables à la reconnaissance de la Palestine, donc sous la pression de la rue arabe, et de l'autre côté, on a ces partis qui sont donc, en gros, c'est le parti de Zemmour et le parti de Marine Le Pen, qui, pour se faire bien voir par, on va dire, le lobby à l'intérieur du pays français, notamment qui est très fort dans les médias, eh bien, fait des concessions qui sont à contre-courant je dirais, de ce que souhaiteraient les conservateurs français, je pense, parce que moi, je viens d'un milieu, par exemple, j'ai un milieu catholique, plutôt traditionnel, et tout le monde a de la compassion pour ce qui se passe à Gaza. Voilà, tout le monde ne dit pas que c'est un génocide, mais il y a de la compassion. Il y a même des gens qui sont devenus hostiles vis-à-vis d'Israël, qui l'étaient pas avant. Donc, ce que fait Marine Le Pen, c'est tout à fait regrettable. Ça va contre, d'ailleurs, l'histoire des idées politiques de son parti. Mais elle l'a dit il y a quelques mois, le FN était un parti sioniste. C'est une chose. Et puis, bon, du côté de Zemmour et de Sarah Knafo, là, on est dans le parti communautaire. Donc, rien ne nous surprend. Pardon, j'étais un peu long. Pas de souci, aucun problème, c'est intéressant. Fabrice, donc, bonne décision pour toi, mais décision politique. C'est-à-dire que moi, j'attends que ça soit suivi d'actes, parce qu'il y en a marre quand même. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'ai compris de toute façon que les politiques français parlaient mais ne faisaient rien. Malheureusement, il y a encore beaucoup de Français qui ne le comprennent pas et qui vont se satisfaire de cette résolution, alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait que Macron fasse, maintenant qu'il reconnaît l'État palestinien, ça serait de faire en sorte que cet État palestinien soit véritablement créé. Et pour ça, il faudrait commencer par arrêter les pogroms qui se passent en Cisjordanie. Il faudrait faire arrêter le massacre qui se passe à Gaza. Pour ça, il y a des solutions simples quand même qui existent. Est-ce qu'un seul de ces pays qui a reconnu à l'ONU la Palestine a déjà posé la moindre sanction contre Israël? Non.
Est-ce que l'un de ces pays a déjà rappelé un de ses ambassadeurs? Non plus. Est-ce que ces pays-là ont arrêté les liens commerciaux de la vente d'armement? Non plus. Voilà, donc en fait, c'est-à-dire que là, on est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, d'un côté, on soutient Netanyahou et sa politique, et d'un autre côté, on fait semblant de soutenir les Palestiniens qui sont massacrés. Voilà. Donc, pour moi, tout ça, ça n'a aucune cohérence, et c'est bien malheureux. Bon, c'est mieux que rien, on va dire, mais c'est pas ça qui changera la vie des Palestiniens à Gaza. Entendu, messieurs. Alors, eh bien, on va en finir pour ce premier thème. On a bien compris votre avis. Effectivement, vous êtes pour la création d'un État palestinien. Tout de suite, petite transition publicitaire, et puis on se retrouve pour ce deuxième thème. Est-ce que justement, on passe ou on bascule définitivement dans le terrorisme côté ukrainien avec des attaques de drones sur Moscou centre? Allez, vous l'avez vu dans ce jingle, c'est très important. Faites un like, partagez cette vidéo avec vos amis si vous l'aimez, bien entendu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour avoir les notifications sur nos prochains programmes. On avait une émission absolument passionnante ce jeudi soir avec Nicolas Mirkovic pour décrypter la séquence Trump à l'ONU. On aura la semaine prochaine Thierry Mariani qui reviendra dans Mariani 360. Ce sera le mardi. Mercredi, ce sera la grande première de Claude Janvier qui nous parlera justement d'Ukraine, il nous parlera du Donbass. Lui en revient, il était sur le terrain, donc il nous racontera ce qu'il a vu, sa rencontre avec les bataillons militaires russes. Il nous dira ce qu'il a vu aussi des villes de Mariupol, de Donetsk. Voilà, il viendra nous raconter tout ça, et puis toutes les semaines, il viendra nous parler d'un thème d'actualité qui l'a passionné. Le jeudi, c'est un autre regard avec Nicolas Mirkovic, et le dimanche, fin de semaine, pour bien finir cette semaine, vous retrouverez encore une fois Fabrice et Xavier Moreau pour de nouveaux commentaires sur l'actualité nationale et puis principalement internationale. Allez, deuxième thème, on l'a vu en ce début de semaine, des drones sont arrivés, Xavier, sur Moscou centre-ville même, puisque un des quartiers touchés est justement le quartier dans lequel nous accueillons régulièrement des Français qui viennent ouvrir des comptes bancaires en Russie notamment, et qui viennent découvrir Moscou. Heureusement, tout s'est bien passé, il n'y avait pas de dégâts importants, mais est-ce qu'on n'est pas passé dans, définitivement basculé, je dirais, dans le terrorisme côté ukrainien? Je pense qu'on y est déjà depuis 2022. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il y a des drones qui tombent, y compris sur le Kremlin. C'était en 2022. Alors, c'était des petits drones qui avaient dû être lancés à partir d'une camionnette quelque part dans le centre-ville. Ce qui en fait, faut bien préciser les choses. Ce qui fait le terrorisme, c'est la cible. Si jamais tu cibles, quand les Ukrainiens, par exemple, ciblent une raffinerie dans la profondeur du territoire russe, je considère pas que c'est du terrorisme. Parce qu'ils veulent essayer d'affaiblir, alors ça marche pas du tout, contrairement à ce qu'ils racontent, mais le but c'est d'affaiblir l'effort de guerre russe. Donc on peut estimer que c'est une cible légitime. Quand tu tapes délibérément dans des zones peuplées pour essayer de terroriser la population, pour provoquer un sentiment contre le gouvernement, et ça peut être fait à la fois par un État ou par des groupes terroristes, ça ne change rien. Eh bien, ça, c'est du terrorisme. C'est ce qui s'est passé en Crimée, c'est ce qui s'est passé à Novorossiysk cette semaine. Et étant donné les cibles qui étaient visées dans la région de Moscou, visiblement, là aussi, le but était de taper quasiment au hasard pour essayer, encore une fois, par la terreur, d'influencer l'opinion publique russe. Donc c'est absolument rien de nouveau. Je pense que ça va aller en augmentant. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens ont du mal, et enfin quand je dis les Ukrainiens, c'est l'OTAN, c'est l'Angleterre, ont du mal à trouver des cibles militaires. Et donc c'est pour ça qu'ils se rabattent sur des cibles civiles. Certaines sont légitimes, comme par exemple les raffineries. D'autres le sont absolument pas du tout et constituent effectivement des crimes de guerre. Eh bien, c'est de taper délibérément. Encore une fois, c'était le cas en Crimée, c'était le cas en Novorossiysk cette semaine, sur des cibles civiles. Oui, on peut dire notamment qu'à Pavelskaya, le quartier de Moscou qui a vu des drones tomber, il n'y a pas la moindre présence militaire, à part une gare, des hôtels, des restaurants, il n'y a rien d'autre en tout cas qui soit en lien, il n'y a absolument rien qui soit en lien avec le conflit en Ukraine. Alors Fabrice,
Zelensky, Fabrice, es-tu toujours parmi nous? Je te vois complètement gelé. Alors, je ne sais pas si Fabrice est là. Non. Si je n'entends pas la voix, je vais poser. Si, je suis là. Ah, voilà. Ouais. Zelensky a dit cette semaine qu'il fallait en gros que les Russes se préparent et se mettent à trouver des abris, pas des abris nucléaires, mais je ne sais plus comment il a dit ça, mais en tout cas. Il a parlé des fonctionnaires qui travaillent au Kremlin, carrément. Et il leur a dit trouvez un abri, un bunker assez proche parce qu'il n'est pas exclu qu'on vienne vous bombarder. Voilà. Alors, ma question, elle est toute simple. Déjà, est-ce que les moscovites et les Russes au sens large doivent avoir peur? Première question. Et deuxièmement, est-ce que la Russie est prête à se défendre contre ce type d'attaque? Là, je crois que de toute façon, il y a une ligne rouge pour le coup. Medvedev a répondu assez vertement avec son style propre qu'on lui connaît. A répondu à Zelensky lorsqu'il a menacé de taper le Kremlin. Il a dit, mais est-ce que tu sais qu'on a quand même des missiles anti-bunker où il n'y a pas un seul bunker sur cette terre qui pourra te protéger? Tu devrais le savoir et le dire à tes amis américains. Voilà. Donc, de toute façon, si jamais un jour il y a effectivement un missile qui part sur le Kremlin, Zelensky deviendra une cible. Ça, c'est sûr et certain, non seulement Zelensky, mais en fait toute son équipe autour. Maintenant, il faut savoir quand même une chose, c'est que Moscou, c'est une ville extrêmement bien protégée. Moi, j'habite dans la banlieue. Quand il y a eu l'attaque de drones, il y a eu quand même plusieurs drones qui ont essayé de passer. En tout cas, de mon côté, j'ai entendu les déflagrations des missiles antimissiles, drones qui sont partis. C'est une ville qui est quand même là, relativement loin de la zone de front, de la ligne de front. Je vois pas du tout qu'un missile ukrainien ou même de l'OTAN puisse arriver jusqu'à Moscou. Je pense qu'il sera détruit avant, mais par contre, voilà, Xavier l'a bien dit juste avant, Zelensky est en train de perdre la guerre et je pense que de toute façon, des actes terroristes, c'est pas la première fois qu'il en fait, on l'a vu, hein. Il a tué des philosophes, il a fait tuer des journalistes, des reporters de guerre, etc. Mais à mesure que son régime... des innocentes. Et oui, exactement. Mais à mesure que son régime va s'écrouler, il deviendra de plus en plus violent, c'est évident. Xavier, tu voulais prendre la parole, tu voulais réagir? Oui, je pense que c'est d'ailleurs la seule stratégie à peu près lisible, alors qui est vraiment otano-kievienne. Je crois notamment, d'ailleurs c'est dit y compris par des personnages politiques ukrainiens, que Londres joue un rôle fondamental, et en plus je dirais c'est un peu leur style. Donc dans les opérations en mer Noire, dans les opérations de terrorisme à l'intérieur du territoire russe, je pense que c'est la seule stratégie, c'est-à-dire qu'ils savent que la guerre est perdue, mais ils se disent, si jamais on arrive à organiser une vague de terrorisme suffisamment puissante, eh bien, on peut faire plier la volonté du peuple russe de soutenir l'effort de guerre aujourd'hui, hein, puisqu'on est à 80% de satisfaction pour Vladimir Poutine. Et plus la perspective de la victoire russe devient évidente, plus évidemment cette satisfaction, cet indice de satisfaction va augmenter. Donc aujourd'hui, je pense que là, on parle de la seule véritable stratégie de l'OTAN, c'est-à-dire vague de terrorisme en espérant que ça fasse plier la volonté de la population russe. Je vais rebondir là-dessus. Ce qui est grave quand même, c'est qu'après presque 3 ans, ils ne se sont toujours pas rendus compte que les Russes en fait fonctionnent exactement à l'inverse de ce que eux pensent qu'ils vont faire. C'est-à-dire que les Russes, au contraire, plus on les attaque dans leur chair, plus il va y avoir des attaques iniques de ce type-là, et plus ils vont renforcer le pouvoir de Vladimir Poutine et se rassembler derrière leur leader. C'est exactement tout l'inverse qui va se produire. Alors, Fabrice, je te garde pour une question. Je vais me faire l'avocat du diable. Mais est-ce que ce ne serait pas une réponse, message à Vladimir Poutine en réponse aux drones prétendument russes et aux avions de la semaine dernière? Est-ce que c'est pas de la part de l'OTAN, en tout cas, un message en disant bon, maintenant on arrête parce que sinon on laisse les Ukrainiens entre guillemets se déchaîner sur Moscou? Alors, d'abord, l'attaque de drones, rien ne prouve que d'abord il n'y a pas eu d'attaque. Hein. Les drones qui ont survolé le territoire polonais, rien ne prouve qu'ils viennent de Russie. Il n'y a absolument aujourd'hui aucune preuve qui le montre. Et la deuxième chose, c'est que par contre, les attaques de drones sur Moscou, elles ne datent pas
du survol des drones supposément russes en Pologne. Ça date déjà depuis le début du conflit, donc ça n'a absolument aucun rapport. C'est plutôt, moi vraiment, je pense que comme Xavier l'a dit, c'est un régime, le régime bandériste, et Xavier en a parlé dans son livre, il en a parlé de multiples reprises. Ce régime, c'est un régime qui est basé sur le régime de la terreur et du terrorisme. Voilà, ils savent faire que ça. Ils savent d'ailleurs beaucoup mieux faire ça que faire la guerre. Ouais, en Ukraine aussi d'ailleurs. Alors on l'a vu, on a eu des images quand même qui étaient assez fortes, notamment un avion, Xavier, un avion de ligne qui a volé vraiment au ras des bâtiments moscovites pour éviter justement des drones qui volaient à proximité. Bon, quand même, c'était quand même assez impressionnant. Allez. Le problème aussi, c'est que tu vois, nous, on est moscovites, donc on parle de ce qui s'est passé à Moscou, etc. Mais il faut bien se rendre compte que les gens qui habitent à Belgorod, les gens qui habitent à la frontière, ils sont victimes de ces actes terroristes depuis quasiment le début du conflit. Ne parlons pas de Donetsk. Hein, alors, voilà, et non, mais tu as tout à fait raison de le rappeler, c'est-à-dire que finalement, ceux qu'ont vécu les Donchanines, les Donbassiens, pour parler, je crois que le terme existe en français, depuis 2014, n'est rien en comparaison de ce que là on vient de vivre. Alors, je ne souhaite pas du tout du mal aux moscovites, j'en suis un, mais c'est pas mal de temps en temps de se rappeler ce qui se passe sur la ligne de front, parce que ici, nous, la guerre, on la voit pas, on la sent pas, on va qu'à nos occupations, à notre vie de tous les jours, comme si de rien n'était. Donc finalement, je me demande même si ces petites attaques terroristes, dans la mesure où elles n'ont pas fait de mort, Dieu merci, c'est pas finalement une bonne chose pour rappeler aux moscovites de temps en temps qu'il y a à 600 km des soldats russes qui se battent sur le front pour notre liberté, quoi. Donc voilà, ça, comme le dit Fabrice, ça ne fera pas plier les Russes, au contraire, ça va les motiver. Moi, j'ai vu ça, partie de ma belle famille vient de la région de Koursk. On les a vus arriver quand il y a eu l'offensive ratée en août 2024. Ils étaient encore sous le choc, mais alors absolument pas résignés en disant faut tout arrêter, c'est l'horreur. Au contraire, ce qu'ils attendaient du gouvernement russe, c'était qu'il règle cette affaire-là une bonne fois pour toutes. Et d'ailleurs, je pense que des opérations comme Koursk, des opérations terroristes comme on assiste à Moscou, ne vont faire que conforter les faucons russes, dont Dimitri Medvedev, pour qu'on ne s'arrête pas aux exigences actuelles de la Russie, mais qu'on aille jusqu'à Odessa. J'en suis persuadé. Ça, c'est le mot de la fin. Et on va passer à notre grand thème central, Fabrice, parce que je sais qu'en plus, tu m'as demandé du temps. Donc, on passe vraiment au dernier thème, ce qui va être le plus important. On va parler de Trump à l'ONU, des menaces sur la Russie de Trump. Allez, tout de suite, petite transition publicitaire et on se retrouve pour ce dernier grand thème. Et voilà, si vous voulez sécuriser votre épargne, profiter de taux d'intérêt qui sont quand même un peu plus attractifs que ce que l'on connaît en France, c'est le moins qu'on puisse dire. N'hésitez pas, regardez en description, il y a tous les liens pour pouvoir prendre attache avec nous et venir nous rejoindre à Moscou, découvrir cette belle ville. Allez, dernier thème, c'est le point central de cette semaine, messieurs. On l'a vu à l'Assemblée nationale et Donald Trump en a parlé, écoutons-le. Yes, I do. Eh oui, il est d'accord, Donald Trump, yes I do, pour abattre les avions russes qui éventuellement viendraient taquiner l'espace otanien. On a senti, Fabrice, on a senti véritablement un Trump complètement un contre-courant de ce qu'il faisait ces dernières semaines. On en a parlé beaucoup hier soir, donc jeudi soir, avec Nicolas Mirkovic. Est-ce qu'il a une ligne directrice, Donald Trump? On n'y comprend plus rien. En fait, je pense qu'avec Donald Trump, il faut séparer les propos et les actes. Ça me semble très important parce que là, ce qu'il vient de dire sur le yes à propos de est-ce qu'on, oui ou non, on peut abattre les avions russes, je pense qu'il a dit ça, mais que d'ici quelques jours, voire même d'ici ce soir, il dira l'inverse. Lorsque ses conseillers militaires lui diront « mais est-ce que là, vous êtes au courant que ça peut déclencher la Troisième Guerre mondiale ?» Parce que je pense qu'ils ne s'en rendent même pas compte, en fait. C'est ça le point. Le fond du problème,
Pardon? C'est inquiétant, non? Non, mais il a aucune culture, ni diplomatique, ni militaire, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, je vais être très honnête, je ne suis même pas sûr qu'il sache placer l'Ukraine sur la carte de l'Europe. Quand je le vois parler du conflit entre... À côté de l'Azerbaïdjan et de l'Albanie. L'Albanie, voilà. Je pense que là-dessus, il est complètement aux fraises, le pauvre Trump. Mais ce qui se passe, en fait, ce qui s'est réellement passé lors de cette histoire, c'est que bon, ça, c'est une déclaration, mais les déclarations de Trump, encore une fois, j'en tiens pas vraiment compte. Ce qui est intéressant, par contre, sur la séquence qui s'est déroulée à l'ONU, c'est le fait qu'il ait vraiment acté sa volonté de sortir du conflit, au moins officiellement, parce qu'officieusement, je suis quasiment sûr que les conseillers militaires resteront en Ukraine, mais au moins officiellement, il a refilé la patate chaude à l'Union européenne sur le problème ukrainien. Et ça, je pense que parce que tout s'est débloqué lorsqu'il a eu son rendez-vous, lorsqu'il a invité Poutine à Anchorage, il s'est rendu compte quelles étaient les véritables motivations des Russes sur l'Ukraine, parce qu'avant ça, je pense qu'il pensait, comme tout le monde, que les Russes s'étaient dit, tiens, et si on prenait un peu plus de territoire, parce que la Russie est trop petite pour accueillir 150 millions de Russes. Et là, il a vraiment vu que c'était une guerre existentielle pour la Russie, et que la Russie était en train de gagner la guerre. Et lui, il n'a juste pas envie que la défaite de l'Ukraine devienne sa défaite. Et donc, c'est pourquoi je crois qu'officiellement, en tout cas, là, il est en train de refourguer la patate chaude à l'Union européenne en leur souhaitant bonne chance. Et par contre, en leur disant, vous continuez à acheter notre... Alors justement, Fabrice, est-ce que c'est pas déjà, je vais poser la question à Xavier, je connais à peu près la réponse, est-ce que c'est pas déjà sa défaite? Est-ce que c'est pas trop tard pour mettre tout sur le dos de Biden, comme il le fait? Et deuxième question, Xavier, finalement, Trump, effectivement, je suis d'accord avec Fabrice, a refilé la patate chaude aux Européens pour se débrouiller sur le terrain, mais il aura surtout refilé avant tout la facture de l'équipement militaire américain. C'est ça qui compte pour Donald Trump. Faire du business, faire des affaires, vendre ses armes. Donc, en gros, il a dit aux Européens, allez vous battre avec notre armement, mais surtout, n'oubliez pas de passer par la compta. C'est ça. Je voudrais quand même revenir sur la réponse qu'il fait sur la question de la journaliste est stupide. C'est-à-dire que de quelle manière, parce que le fait de survoler un espace aérien étranger, ça dépend comment c'est fait. Et d'ailleurs, je dois dire, il faut le reconnaître, que tout ce que j'ai vu sur Internet, y compris sur LCI, notamment Général Palameros, c'est toi qui m'as donné le lien, mais je recommande surtout Atechouet, qui est un aviateur, un vrai, pas une hôtesse de l'air, un ancien pilote aéronaval français qui explique ça. C'est-à-dire que moi, je pense que les Russes n'ont pas traversé l'espace aérien estonien, mais de toute manière, les avions avaient sur eux des missiles air-air, donc c'était pas pour attaquer l'Estonie. Ensuite, si vous l'attaquez l'Estonie avec un Kinjal, il se met à 1000 km en arrière, il balance son Kinjal et Tallinn disparaît. Donc en fait, la question était stupide en soi. C'est de quelle violation de l'espace aérien parle-t-on? Est-ce que s'il y a un avion qui arrive avec des bombes pour attaquer en piqué Tallinn, bah oui, il faut le détruire. Si en revanche c'est un avion qui longe l'espace aérien, il faut pas le détruire. Donc en soi, la question était stupide et provocatrice. Et je pense que Trump n'a pas envie de rentrer dans les détails. Donc il a dit oui, limite, si ça peut vous faire plaisir, détruisez-les. Et je suis d'accord avec Fabrice. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai noté dans mon bulletin, c'est que c'est quand même l'analyse qu'on retrouve beaucoup dans la presse anglo-saxonne, y compris la presse anglaise, des journaux sérieux qui sont pas du tout pro-russes, comme The Telegraph ou le Financial Times, qui l'ont analysé de cette manière, et en disant ce qu'a dit Fabrice, ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que Trump ne veut pas que cette défaite devienne la sienne. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est déjà la sienne. Je suis désolé. Moi, j'ai plutôt de la sympathie pour Trump, même quand il part dans ses délires. Mais il avait 6 mois pour se débarrasser du truc. Idéalement 3 mois, mais on aurait pu aller jusqu'à 6 mois. Là, étant donné que je veux dire, il est élu pour 4 ans, ça fait déjà 9 mois qu'il est là-dedans. Contrairement au conflit israélo-palestinien, c'était beaucoup plus facile, puisqu'il n'y a pas un lobby ukrainien, même si, a priori, ils ont le lobby ukrainien sur ses fiches de paye, l'Instagram et une bonne partie du Parti républicain. Malgré tout, ils pouvaient forcer le truc. Il ne l'a pas fait. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera sa défaite. Il peut retourner maintenant le problème dans tous les sens. Ce sera
partiellement sa défaite, même si je vois, et je suis d'accord avec Fabrice, il s'en sort plutôt bien pour refiler le bébé quand il dit à la fin, ce qui est extraordinaire, c'est acheter nos armes, good luck. Et en plus, et après je vais parce que je vais essayer de finir là-dessus, mais j'ai répondu un jour à un appel d'offres il y a une dizaine d'années pour une compagnie dirigée par des Américains. Et en fait, c'est ce que j'ai vécu. Alors, à la fin de l'appel d'offres, c'était amazing, fantastic, thanks for your proposal. Je me suis dit, c'est bon, j'ai gagné, quoi. À la fin, rien. Il n'y a même pas un message pour me dire que j'avais perdu, quoi. Et donc, en fait, je pense que Trump c'est pas qu'il fait du Trump, il fait de l'américain. Tout est amazing. Et puis à la fin. Et d'ailleurs, je vais finir là-dessus. Il y a eu quand même 2 réactions qui sont intéressantes. Il y a celle de Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui a fait un tweet en disant « Il ne faut pas se bercer d'illusions, il est en train de nous larguer ». Ça, c'est Tusk. Et même du côté de Zelensky et de son entourage, notamment son conseiller Podolyak, qui a dit oui, bon, bah maintenant on attend les armes, on veut des missiles pour pouvoir taper dans la profondeur russe et l'autorisation de le faire. Et déjà, quel missile il parle? Il y a une version terrestre des Tomahawk, mais même il commence seulement à être en dotation dans l'armée américaine. Donc on ne sait même pas de quoi il parle. Et finalement, Zelensky se retrouve, et encore une fois, tous les gens sérieux l'ont analysé comme ça, dans le même état que dans lequel il est parti à New York, c'est-à-dire sans argent, sans armes, sans soldats. Donc, s'il revient sans argent, c'est pas de sa faute. Le pauvre a pu quand même bénéficier d'une tribune à l'ONU pour faire sa vente de catalogue militaire. C'était extraordinaire. L'ONU se transforme. L'ONU s'est transformée le temps d'un instant, et par Trump d'ailleurs qui a fait la même chose, et par Zelensky en grand magasin, quoi, en grand darty. Voilà, j'ai trouvé ça génial. Fabrice, allez, quand même, ceci étant, certes, personne ne voit les résultats des propos de Trump. Les Ukrainiens d'ailleurs aussi, il y a eu un sondage qui a été fait où on dit bon, c'est bien, mais parole et parole et parole. Ceci étant, Trump a eu un message extrêmement fort. Il a même dit des choses complètement... Alors, il y a eu un message fort et des choses folles. Il a même dit des choses complètement folles. C'est notre vignette, on va la remettre à l'écran, c'est notre vignette de l'émission, le fameux tigre en papier. Il a parlé de la Russie, et il a dit que la Russie, finalement, avait échoué dans son conflit militaire. Il a dit que les Ukrainiens, avec l'appui des Européens, bien entendu, pouvaient revenir dans les frontières initiales pré-guerre. Il a même dit que même il pourrait avoir une incursion et des prises de territoire sur le sol russe. Fabrice, je te vois, tu es à 2 doigts de pouffer de rire, donc je te donne la parole. Le terrain ne semble pas nous montrer cela, en tout cas. En fait, ça, c'est son côté courtisane déçu. Il a essayé de courtiser Poutine, à Anchorage. Et il s'est imaginé derrière que parce qu'il avait serré la main de Poutine, qu'il l'avait invité en grande pompe, que derrière, Poutine ferait des concessions pour faire plaisir à Trump, pour qu'il obtienne sa paix, afin d'avoir le Saint Graal, c'est-à-dire le prix Nobel de la paix qu'il convoite depuis tant de temps. Ah voilà. Oui, enfin, il a quand même annoncé qu'il avait fait s'arrêter 7 guerres à lui tout seul, mieux que personne jamais dans l'histoire. On le répète, entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie. Oui, je trouve d'ailleurs, et j'en ai plaisanté hier avec Nicolas, que c'était très discourtois de la part de notre footballeur français de prendre le ballon d'or, parce qu'il aurait vraiment dû être attribué à Trump quand même. Revenons plus sérieux maintenant pour le terrain. Donc il a vraiment cru, je le pense, et d'ailleurs il l'a dit, que derrière il obtiendrait des concessions. Il s'est rendu compte qu'en réalité l'administration russe continue à avancer, que l'administration russe a donné ses limites droites, ses limites gauches, en disant voilà, nous on est prêts à un accord de paix, mais voilà les conditions, parce que ça c'est vital pour notre pays. Et il se rend compte qu'en réalité il a absolument rien obtenu. Et donc là aujourd'hui il fait son aigri et il est obligé en fait, ce qu'il dit aujourd'hui, il dira l'inverse demain. À une époque, il critiquait
Zelensky en disant de lui que c'était un des pires chefs qui existent, etc. Il a dit il y a quelques jours que c'était un homme très courageux qui se battait avec ténacité, etc. Bon, voilà, donc en fait, ça, encore une fois, il fait son Trump, ce sont que des propos. Pour moi, je pense que c'est inutile derrière d'en faire des tas parce que il va changer d'avis dans quelques jours. Il a déjà changé. Hein. Hier, le journaliste lui a posé la question sur le tigre de papier. Il dit ah non, j'utiliserai plus cette expression. Mais en fait, vous vous souvenez, messieurs, il y avait un livre de Becbédé qui s'appelait L'amour dure 3 ans, je crois. Trump, on pourrait rebaptiser le livre La vérité dure 24 heures. Mais Xavier, je suis désolé, c'est pas anodin. C'est le président du pays qui est considéré mondialement comme étant le plus puissant au monde. Alors après, on va débattre avec Achille, etc. Mais bon, ceci dit, c'est pas le dernier laquais du dernier pays du fin fond du Zimbabwe, quoi. C'est quand même quelqu'un qui doit être sérieux. Où a-t-il ces informations d'une Russie qui serait en difficulté sur le terrain? Mais non, je pense qu'il le dit sans y croire. Il le dit, il n'y croit pas. C'est pas important ce qu'il dit, encore une fois. Et il est capable de dire devant un autre journaliste exactement le contraire, encore une fois, en 24 heures. Le problème, c'est qu'effectivement, il est toujours dans la surenchère. Ce qu'il oublie aussi, d'ailleurs, au passage, c'est que les Américains ont dépensé 2000 milliards de dollars pour faire la guerre en Afghanistan pendant 20 ans, et ils sont repartis une main devant, une main derrière. Ah, ils veulent revenir. Oui. D'ailleurs, au passage, c'est pas les Américains qui ont construit Bagram, c'est les Soviétiques. Hein. Bon, bref. Mais cela dit, encore une fois, moi, je suis d'accord avec Fabrice. En principe, on devrait prendre la résolution de ne plus commenter les déclarations de Donald Trump, mais de suivre ce qu'il fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que du côté russe, en fait, on ne commente pas les déclarations de Donald Trump, et Poutine ne répond jamais. C'est ce que j'expliquais dans mon dernier bulletin, c'est-à-dire que Poutine ne se met jamais au niveau de ses interlocuteurs lorsque le niveau est trop bas. Donc, qui a répondu? Alors, évidemment, dans les gros titres des journaux, c'est Poutine répond à Macron, Poutine répond à Trump. Non, c'est jamais Poutine qui répond, c'est Medvedev, qui est président adjoint du Conseil de sécurité nationale, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, la porte-parole des affaires étrangères, Madame Zakharova, qui en plus sont très en disant oui, c'est normal, il est en phase de négociation, on a l'habitude. Sauf Medvedev. Medvedev, c'est un petit peu le Trump russe, hein, quand même. Alors, non, mais ce qui est intéressant, c'est pour le public occidental, notamment en France, où c'est porté par les chaînes de LCI, BFM TV, en disant qu'est-ce qu'il est fort, ce Trump. Il faut voir la manière dont c'est perçu par le reste du monde, notamment par les pays qui comptent, les pays d'Asie, comme la Chine. Et évidemment que Trump baisse son niveau de sérieux à l'international. Et c'est très grave, à mon avis, plus pour l'Amérique que pour la Russie et pour la Chine. Les Russes, ils sont sur leur ligne, ils en bougeront pas. La Chine, c'est pareil, elle est prête à des concessions. Elle est en train d'en faire dans le business. C'était prévisible, c'est la voie médiane chinoise. C'est tout à fait appréciable. Mais ça vient en plus à un moment où le bombardement de Doha par Israël a été une humiliation pour les États-Unis, puisqu'en fait, il y a 13 000 soldats américains au Qatar. Ça veut dire que tu peux avoir une des plus grandes bases américaines au Moyen-Orient. Israël peut te bombarder tranquillement, il y a aucun problème. Et Washington dit oui, bon, c'était peut-être bonne idée, mais finalement, maintenant que c'est fait, voilà. Donc, moi, ce que je vois de manière globale, c'est que pour l'instant, la présidence de Trump n'a pas placé les États-Unis à la place qui devrait être celle qui n'est pas la plus grande puissance dans aucun domaine, mais qui occupe souvent la 2e ou la 3e place dans le monde. Alors, Fabrice, je vais te donner la parole, mais juste avant, je te poserai aussi une question parce que je sais que tu veux réagir à ce qu'a dit Xavier. On en parlait hier avec Nicolas Mirkovic, donc il y a beaucoup de fake news qui ont été dites. Alors, c'est dommage parce que dans son discours à l'ONU, 57 minutes, qui est un peu long, ceci dit, il y a des choses très intéressantes quand il parle d'immigration, etc. Il y a vraiment des thèmes sur lesquels ça mériterait de l'écouter plus. Mais en fait, c'est, comme disait Nicolas, c'est tellement pollué par ces fake news ou ces stupidités qui ne lui rendent pas gloire, que finalement, on déconnecte un petit peu du Trump. La question du terrain, Fabrice, c'est ma question avant de te laisser répondre à Xavier. La question du terrain, vraiment,
fais-nous un point. Est-ce que la Russie est aussi mal en point que Trump semble le dire? Est-ce que c'est de la total fake news? Parce que sur les cartes, sur les vidéos, sur toutes les analyses, notamment sur Stratpol, on n'a pas l'impression que ça recule côté russe. D'ailleurs, lui-même le sait. Sinon, il n'aurait pas refilé la patate chaude aux Européens. C'est pas qu'il ment, c'est que, en fait, là, il faut bien comprendre une chose, c'est que Trump n'a pas la culture de la diplomatie. Encore une fois, ce que moi je pense, c'est vraiment le beauf américain dans toute sa splendeur. Pour qui la diplomatie, c'est la loi du plus fort. C'est comme ça qu'a fonctionné l'Amérique depuis 1945. C'est-à-dire, on écrase le faible, on décide, on impose. Voilà. Aujourd'hui, il tombe sur un os parce que la Russie est plus forte qu'eux. Et donc là, il ne sait pas faire. On se rappelle quand même, je crois que c'était lors de son premier mandat, il avait parlé des pays africains en disant « shitty hole country ». Je ne vais pas faire la traduction, je crois que tout le monde a compris. Qui aujourd'hui dit ça quand on est président d'un pays, et en plus d'un pays important comme les États-Unis? Personne. Donald Trump le fait. Donc là, parler, insulter comme ça la Russie, il le fait aujourd'hui parce qu'il est aigri, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc voilà, ça sort un petit peu d'une façon, je pense, intempestive, parce qu'il a, encore une fois, il ne sait pas se contenir, il n'a pas la culture de la diplomatie, et demain, il dira autre chose. Et voilà, Xavier disait qu'apparemment même, il l'avait déjà fait pour s'excuser. Mais donc, pour revenir sur la ligne de front, oui, il sait pertinemment que la Russie est en train de gagner. Parce que si la Russie était en train de perdre, il aurait voulu justement prendre toute la gloire pour lui et dire c'est grâce aux États-Unis que la Russie a perdu. C'est justement parce qu'il sait que la Russie gagne qu'aujourd'hui, il essaie de refourguer le bébé avec l'eau du bain aux pauvres Européens. Aux pigeons. Voilà. Aux pigeons européens. Allez, ce sera le mot de la fin. Fabrice, tu m'avais demandé d'être gardien du temps. On va. Xavier, juste 30 secondes. 30 secondes. Il ne faut pas non plus oublier que dans le cadre donc de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu un rendez-vous qui a duré presque 1 heure entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov. Le conseiller de Poutine, Ushakov, donc sur ces questions internationales, a déclaré de toute manière il y a des choses qui sont dites en public et d'autres qui sont gardées dans le secret de la diplomatie. Donc je pense que tout continue comme ça a commencé à Anchorage et que, voilà, encore une fois, peut-être prenons la résolution de ne plus commenter les commentaires de Trump. C'est dommage, c'est quand même un personnage passionnant à commenter et amusant et parfois désarçonnant. Allez, messieurs, on a passé un bon moment dans ce 51e épisode de Divergence. Trump et le tigre en papier. Aux dents atomiques, ceci étant. On se retrouve la semaine prochaine sur Divergence politique. Xavier, tu avais ton bulletin qui est sorti vendredi, Stratpol, et vendredi soir, ton émission ici Moscou sur RT en français. Ça s'est bien passé? De quoi vous avez parlé un petit peu? De ça. Ah bah voilà. Ok. Monsieur du nucléaire également, parce que pendant ce temps-là, Vladimir Poutine, lui, fait des propositions constructrices. Constructives. Enfin, il construit aussi parce que j'ai vu qu'ils avaient signé pour la fabrication de 9 usines en Iran. Donc, ça construit, c'est constructif et ça construit. Fabrice, on te rejoint sur ton canal Telegram. Donc, dans la barre de recherche sur Telegram, vous mettez Fabrice Orlin, vous arrivez sur le canal de Fabrice. De quoi tu nous parles beaucoup actuellement? Essentiellement du Moyen-Orient, ce qui se passe entre Israël et ses voisins, et de la Russie, bien évidemment, de l'Ukraine. Voilà. Allez. J'espère que je suis resté dans le timing que tu m'avais alloué. Et puis, on se dit à toutes et à tous, bonne semaine à venir. Et on se retrouve dimanche prochain dans ce 52e épisode. Je suis certain que vous viendrez voter pour des thèmes tout aussi passionnants qu'aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.